Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose, sous la forme d'une carte mentale, d'explorer la 5e partie de la postface de l'ouvrage écrit par Yalom et Elkin et intitulé Guérir à deux voix, et dont le titre original est Every Day Gets a Little Closer. Voici la carte mentale en question. J'ai remis ici donc la référence de l'ouvrage qui a été l'objet d'une première publication en français sous le titre Dans le secret des miroirs, qui est un ouvrage dans lequel Irvin Yalom et sa patiente, dont le pseudonyme est Ginny Elkin, publient les comptes rendus qu'ils ont fait après chaque consultation lors de la thérapie, ces comptes rendus n'ayant au départ pas du tout l'objet de faire l'intention de faire une publication. Alors dans cette postface, Yalom s'exprime sur le système conceptuel rigoureux qui a cadré la thérapie et sur les principes thérapeutiques qui l'ont guidé. Donc nous avons exploré plusieurs branches de cette carte mentale, donc le début de cette postface, et nous sommes arrivés à la partie où Yalom détaille les moyens et les techniques variées qu'il a utilisées dans cette thérapie, ainsi que les raisons qui l'ont décidé à les utiliser. Nous avons vu que ces moyens variés visaient à atteindre le but fixé et que cette technique finalement se divise en 3 parties. Une partie interprétative que nous avons déjà explorée, une partie existentielle que nous allons explorer à présent et une partie activante. Alors intéressons-nous à la partie existentielle. Les techniques existentielles, commençons déjà par souligner que ce ne sont pas des techniques. L'approche existentielle, en fait, c'est une approche d'orientation non technique qui est plutôt vitaliste, non déterministe, non réductionniste. Donc, en parlant de techniques existentielles, finalement, il s'agit plutôt d'une référence à des méthodes qui vont guider vers des questions qui sont centrées sur ce qui est donné dans l'existence. La contingence, le sens et le but de la vie, la volonté, la décision, le choix, l'engagement, les changements dans l'attitude, les changements dans les perspectives de vie, par exemple. Donc, après le travail d'interprétation que Yalom a développé dans cette thérapie, ce travail d'interprétation qui fertilise la terre finalement en abolissant les obstacles à la volonté et en affaiblissant les contre-volontés, Yalom entame cette partie existentielle avec laquelle il va s'agir de reconnaître que la graine finalement est quelque part prête à germer via donc le rappel que l'individu il a son mot à dire par rapport à son avenir, il a un choix à faire par rapport à son avenir et qu'il est responsable de lui-même. Donc dans le cas de Ginny, il s'agissait de l'amener à constater que le fait d'autoriser autrui à la définir finalement est un choix et qu'un autre choix peut tout à fait être réalisé parce qu'elle n'est pas impuissante. Il s'agissait donc de l'amener à constater qu'il est possible d'adopter d'autres points de vue par rapport à ces dilemmes et qu'il est important d'identifier ce qui constitue son essence même et ce qui est périphérique à son essence. Donc d'identifier finalement les éléments qui ne feront que passer dans sa vie et les éléments qui auront, eux, une importance à la fin de sa vie. Ce qui peut passer, par exemple, par le fait de l'aider à discerner la façon dont elle envisage l'avenir à 10 ans. Est-ce qu'elle souhaite être encore dans une relation vide, sans amour, parce qu'elle n'ose pas en parler, parce qu'elle n'ose pas agir? Qu'est-ce qu'il en est? Cela peut aussi passer par l'aider à saisir la façon dont elle vit sa finitude. En fait, la prise de conscience de la mort, c'est parfois ce qui peut libérer l'individu des prisons dans lesquelles l'individu s'est enfermé lui-même du fait du regard qu'il porte sur les événements en fait, qui sont sans importance mais qui vont finalement l'enfermer. Donc ça peut passer par le fait de lui demander, par exemple, ce qu'elle souhaiterait voir écrit sur sa tombe, ce qu'elle souhaiterait voir écrit « Ici repose Ginny qui a été exclue de son poste par telle personne ». Est-ce que c'est un événement important de sa vie? Et si ce n'est pas un événement important, il reste à s'élever au-dessus de cela et à faire finalement quelque chose pour que justement cela change. Donc les événements de chaque jour peuvent effectivement épuiser et noyer la volonté de l'individu, mais cela n'est le cas que lorsque l'individu croit que ces événements sont primordiaux pour lui, ce qui arrive quand finalement l'individu perd la vision de sa vie dans sa totalité.
Donc finalement, les événements de chaque jour, qui dans un premier temps peuvent être vécus comme étant épuisants, eh bien ces événements peuvent être dépassés. Ils peuvent l'être par cette restauration d'une vision de la vie dans sa totalité, et aussi par appui bien sûr sur les ressources internes, les ressources propres à l'individu, ce qui passe par l'écoute de soi, par le fait de porter aussi un regard en soi. Et cela peut être dépassé aussi par l'idée, par le constat que c'est l'individu lui-même qui élabore, qui crée son monde, qui élabore, qui crée les événements, les réactions. Le monde, les événements, les réactions existent du fait de l'individu. C'est l'individu qui les a créés par sa volonté et qui leur a donné le pouvoir qu'ils ont sur lui. Et de ce fait, c'est encore l'individu qui va pouvoir, par sa propre volonté, leur retirer le pouvoir qu'ils ont sur lui. Ce pouvoir-là lui appartient donc à l'individu. Alors bien sûr, il s'agit aussi de veiller, dans ce cadre existentiel, à ne pas entrer dans un cercle thérapeutique vicieux, dans la mesure où ce que le thérapeute peut suggérer ne doit pas être fait pour faire plaisir au thérapeute, mais doit être fait pour soi. Nous avons donc terminé avec cette partie existentielle, et dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons à la partie activante. Donc je vous dis à bientôt pour la vidéo suivante.